Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 26 mai, je vous propose de revenir tout d'abord sur le dégel partiel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, récemment adopté par le Parlement français. Nous irons ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée où une nouvelle loi impose un quota pour assurer une certaine présence féminine parmi les candidats des élections dans un pays qui dispose d'un des plus faibles taux de femmes élues au monde. Nous évoquerons également la rivalité entre l'Australie et la Chine dans le Pacifique, et notamment dans l'archipel du Vanuatu. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux Philippines en nous penchant sur le procès de la vice-présidente Sara Duterte qui risque la destitution et l'inéligibilité à vie pour corruption et détournement de fonds publics notamment. Le Parlement français a finalement adopté le dégel partiel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, élargissant la liste électorale spéciale pour les élections provinciales à un peu plus de 10 000 personnes nées en Nouvelle-Calédonie, à moins de 6 semaines seulement du prochain scrutin. L'Assemblée nationale a adopté mercredi dernier la proposition de loi organique du sénateur de Nouvelle-Calédonie, Georges Naturel, un texte déjà adopté le lundi 18 mai par le Sénat avec 304 voix contre 20. Le sénateur non indépendantiste du groupe Les Républicains s'est réjoui de l'adoption mais a regretté un examen précipité du texte, affirmant que modifier le corps électoral à 40 jours d'une élection n'était, je cite, pas tout à fait normal. Il faut savoir que le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie est un sujet politique très sensible et a été l'étincelle qui a mis le feu aux émeutes qui ont fait 14 morts et 2 milliards de dégâts en 2024. Depuis la révision constitutionnelle de 2007, seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant l'accord de Nouméa de 1998 peuvent voter lors des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Les 10 569 natifs de l'archipel, comme ils sont mentionnés dans la loi organique, seront automatiquement inscrits sur la liste électorale spéciale pour le scrutin provincial prévu le 28 juin 2026. Le gel du corps électoral avait été pensé à l'origine pour préserver le poids décisionnel des autochtones kanaks dans les institutions locales et leur poids politique dans l'archipel. Les indépendantistes kanaks craignent que le dégel du corps électoral ne remette en cause l'objectif d'autodétermination et ont dénoncé un texte qui fragilise le processus de décolonisation. Pour les loyalistes, au contraire, il s'agit d'obtenir plus d'égalité entre tous les habitants de l'archipel. Le corps électoral spécial provincial compte actuellement 180 188 électeurs, contre 218 789 pour la liste électorale générale, c'est-à-dire les électeurs qui peuvent voter aux élections municipales, législatives, européennes ou présidentielles. En revanche, les parlementaires ont rejeté à 183 voix contre versus 147 pour l'amendement qui prévoyait d'intégrer les conjoints de ces natifs, alertant sur le risque de censure du texte par le Conseil constitutionnel. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une nouvelle loi électorale a été promulguée pour obliger les partis politiques à présenter au moins 10% de femmes parmi les candidats investis dans le cadre des campagnes aux élections nationales. Le texte a été adopté par le Parlement et annoncé par la Commission d'intégrité des partis politiques et des candidats afin de contraindre les formations politiques à soutenir activement les femmes dans un pays où la société reste très patriarcale. Notons que la Papouasie-Nouvelle-Guinée fait partie des pays qui comptent le moins de femmes au sein de son Parlement, avec 3 sièges de femmes seulement sur 111 députés dans l'actuelle législature, soit moins de 3% des sièges. Par ailleurs, seules 10 femmes ont été élues au sein du Parlement du pays depuis l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a 50 ans. La loi s'accompagne de sanctions. Les partis politiques qui ne respectent pas le quota pendant 2 élections consécutives pourront être radiés et recevoir une amende de 5 000 kina, soit l'équivalent de 985 €. Le média Radio New Zealand cite le Dr Orovu Sepoe, ex-présidente de la Commission d'intégrité des partis politiques et chercheuse spécialisée dans l'égalité des genres dans la gouvernance, qui estime que la loi récemment adoptée doit encore être testée et que l'amende ne représente presque rien pour les principaux partis politiques et ne dispose donc pas d'effet dissuasif suffisant.
Elle regrette aussi que la sanction ne soit applicable qu'après 2 scrutins consécutifs, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, puisque les élections générales ont lieu tous les 5 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Notons que lors des 2 dernières élections générales, les femmes représentaient environ 5% des candidats, tandis que moins de 3% de femmes ont été élues au sein du Parlement. Le Vanuatu s'est dit prêt à signer un accord de coopération avec l'Australie. Le Premier ministre du Vanuatu, Jotam Napat, élu suite aux législatives de janvier 2025, a déclaré mardi dernier devant le Parlement que le Vanuatu était désormais prêt à signer l'accord de Nakamal avec l'Australie après avoir renégocié le texte. Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'était rendu au Vanuatu en septembre avec l'espoir de signer cet accord qui prévoit 500 millions de dollars australiens avec un renforcement des liens économiques et sécuritaires entre les deux pays. Mais cette signature avait été annulée à la dernière minute, certains ministres ni Vanuatu craignant que certaines dispositions ne viennent porter atteinte à la souveraineté nationale de l'archipel. Ainsi, parmi les clauses renégociées, un point selon lequel le Vanuatu s'engageait à solliciter l'accord de l'Australie pour tout projet d'infrastructure critique. Ce point, qui selon le Premier ministre du Vanuatu porte atteinte à la souveraineté de son pays, a finalement été supprimé. Jotam Napat a indiqué que le Conseil des ministres avait donné son feu vert pour la nouvelle version de l'accord et a affirmé que le texte renégocié n'était pas un pacte de sécurité, même s'il comporte en effet une clause de sécurité en vertu de laquelle le Vanuatu s'engage à ne pas accueillir de forces militaires étrangères sur son sol. Ce point touche précisément aux intérêts de l'Australie, qui craint le renforcement de la présence militaire et sécuritaire chinoise dans le Pacifique, où se joue une rivalité stratégique intense entre Canberra et Pékin. Cette crainte australienne est d'autant plus forte depuis la signature d'un pacte de sécurité entre la Chine et les îles Salomon, qui entretiennent des relations très étroites avec Pékin. Le projet d'accord de Nakamal vise donc, à l'image de ceux signés avec les Tuvalu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nauru, à contenir la présence sécuritaire chinoise dans la région. La version renégociée du projet d'accord de Nakamal est perçue par certains cercles politiques en Australie comme un échec diplomatique. Le média australien ABC a rapporté plus tôt dans le mois que la nouvelle version du texte ne comprenait aucune clause restrictive visant à empêcher la Chine d'étendre son influence dans l'archipel et notamment aucune limite en matière d'investissement chinois dans les infrastructures critiques et autres secteurs sensibles au Vanuatu. ABC cite une source anonyme selon laquelle le nouveau projet d'accord consolide la position de l'Australie comme principal partenaire du Vanuatu en matière de sécurité, sans empêcher d'autres coopérations avec d'autres partenaires. Le ministre australien des Affaires du Pacifique, Pat Conroe, a déclaré en début du mois que l'Australie était confrontée, je cite, à une concurrence permanente dans la région du Pacifique et a déclaré que la sécurité des États insulaires de la région devait être assurée et gérée par ces mêmes États. Le Vanuatu et la Chine sont de leur côté en train de négocier un accord de coopération, l'accord de Namele, qui, selon le Premier ministre Jotam Napat, n'a rien à voir avec la sécurité. Le Sénat philippin a constitué lundi dernier un tribunal pour décider de l'éventuelle destitution de la vice-présidente Sara Duterte dans un climat de forte rivalité entre le camp de la famille Duterte et celui du président Ferdinand Marcos Jr., fils de l'ancien dictateur. La Chambre des représentants des Philippines a officiellement transmis lundi dernier un dossier de destitution au Sénat, ainsi que les éléments de preuve contre Sara Duterte, accusée de corruption et de détournement de fonds publics notamment. Les sénateurs ont désigné le 11 mai un nouveau président, Alan Peter Cayetano, allié de longue date de Sara Duterte. Un verdict de culpabilité devra recueillir la majorité des 2/3 de la Chambre haute, sachant que 13 des 24 sénateurs sont proches de la famille Duterte, posant ainsi la question du résultat de la procédure. Un des soutiens de Sara Duterte, le sénateur Ronald De La Rosa, est recherché par la Cour pénale internationale pour son implication dans la campagne dite de guerre contre la drogue de l'ex-président Rodrigo Duterte, père de Sara Duterte, qui est soupçonné de crimes contre l'humanité pour cette campagne. Alors qu'il se cachait depuis plusieurs mois par peur d'être arrêté, Ronald De La Rosa a fait une apparition soudaine au Sénat pour le vote du nouveau président avant d'échapper de peu à une tentative d'arrestation. Le Philippine Daily Inquirer a expliqué que la date de création du tribunal de destitution ne marquait pas pour autant le début du procès. L'accusation et la défense doivent d'abord soumettre les documents écrits et le tribunal doit tenir une audience préliminaire pour confirmer les preuves et les modalités de la procédure.
L'issue de cette procédure de destitution pourrait influencer l'élection présidentielle de 2028 et redessiner le paysage politique philippin. Il suscite donc un intérêt tout particulier dans le pays. En effet, Sara Duterte ambitionne de succéder à Ferdinand Marcos Jr. au pouvoir depuis 2022 et qui ne peut constitutionnellement pas briguer un nouveau mandat à l'élection présidentielle de 2028. Notons que c'est la deuxième année consécutive que Sara Duterte fait face à une procédure de destitution. L'année dernière, le Sénat avait mis 4 mois à constituer un tribunal après avoir reçu les documents de destitution de la Chambre des représentants, avant de finalement renvoyer l'affaire devant la Chambre pour des motifs de forme. Un peu plus d'un mois plus tard, la Cour suprême avait également déclaré la procédure de destitution inconstitutionnelle. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.